elle constitue avant tout un examen médical, même si elle est attendue avec impatience par les futurs parents qui sont curieux de faire connaissance avec leur bébé, si on peut le dire ainsi. L'échographie, c'est un examen qui permet de voir à travers le ventre de sa maman ou encore de voir dans le ventre de sa maman à l'aide des ultrasons. Nous sommes en train de parler de cette échographie qui est réalisée au cours de la grossesse, encore appelée échographie obstétricale. Quel est l'intérêt de cette échographie au cours de la grossesse, quand bien même qu'elle permet de suivre le bon déroulement de la grossesse et de déceler d'éventuelles anomalies? C'est une question à laquelle nous répondons ce soir avec le docteur Miangib Hippolyte, médecin en spécialisation imagerie et radiologie médicale. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. En tout cas, fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, ensemble, nous vous disons bienvenue sur le plateau de Carrefour de la Santé, l'émission de santé qui permet de répondre à toutes les inquiétudes de la population en ce qui concerne la santé. Merci bien. Nous espérons que vous êtes à l'aise sur notre plateau. Oui. D'accord. Mais docteur, dites-nous, j'essaie de définir un peu l'échographie obstétricale, mais en termes simples, c'est quoi l'échographie? Ok, je vous remercie pour la question. Tel que vous l'avez dit, l'échographie, c'est un examen d'imagerie qui utilise les ultrasons dans le but, ici pour la grossesse, dans le but d'explorer la cavité utérine et de surveiller l'évolution d'une grossesse. Surveiller l'évolution d'une grossesse, l'objectif qui ne manque pas dans les objectifs de l'échographie, il s'agit de bien surveiller le bon déroulement de la grossesse et ensuite de déceler d'éventuelles anomalies au cours de la grossesse. Cet examen, docteur, comment se déroule-t-il? Alors, il faut noter que l'échographie est un examen comme tout examen et il y a plusieurs étapes. Donc, en principe, lorsque la patiente arrive, il y a l'accueil qui se fait et puis l'installation. L'examen se fait en position couchée. La patiente est installée sur une table d'examen. Et l'examinateur est amené à poser un certain nombre de questions qui vont orienter en fait le déroulement de l'examen. Et pour quelques questions que je peux vous donner, il s'agira de demander la date des dernières règles, Oui. de rechercher quelques plaintes, notamment les douleurs, les métrorragies. Les métrorragies, c'est ce qui veut dire des saignements sur la grossesse. Voilà, au cours de la grossesse. Toutes ces questions vont permettre à l'examinateur de savoir quels sont les éléments à rechercher durant cet examen. Alors, une fois cette étape passée, on passera à l'examen proprement dit. On appliquera du gel sur la cavité ou bien sur la peau, sur la région à examiner. Et à la fin de cette exploration, on rédigera un compte-rendu qui sera transmis au médecin prescripteur. Une brève définition bien compréhensible faite par le docteur tout à l'heure. Il a dit quand vous serez chez votre examinateur au cours de l'échographie, il peut y arriver qu'on puisse vous poser des questions. Ces questions vont sûrement orienter l'examinateur à pouvoir déceler facilement des anomalies éventuellement. Donc, parce que des fois, docteur, on se retrouve devant certaines patientes, devant certaines gestantes qui foncent la mine quand on leur pose des questions. Ils se disent, je vais chez mon gynécologue, il me pose la question. Et chez mon radiologue également, on me pose également la question. Du coup, elles se sentent... je sais pas moi, angoissée, elles se sentent crispées en fait et un peu nerveuses de répondre peut-être tout le temps à la même question. Par exemple, la date des dernières règles, c'est une question qui est forcément posée par le gynécologue. Après, le radiologue également se retrouve à poser les mêmes questions. Ça peut être énervant des fois. Oui, justement, mais c'est une question très importante parce que on le verra dans la suite. Il va falloir parfois estimer l'âge de la grossesse et chercher des pathologies qui sont en rapport avec l'âge de cette grossesse-là. Même s'il y a forcément l'indication sur le bulletin, mais ces informations complémentaires que cherche le radiologue vont être vraiment très importantes pour l'examen. Mais l'examen, il se fait uniquement qu'en position couchée ou il peut y avoir des variantes en fonction de certaines situations? L'examen se fait majoritairement en position couchée. Maintenant, par rapport au confort de la patiente, on peut surélever le lit pour le confort de la patiente. Mais qu'en est-il de la douleur? Parce qu'il y a de ces gestantes qui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans leur tête, l'échographie constitue un examen douloureux. Mais docteur, vous êtes là ce soir, dites-nous exactement, qu'en est-il? Eh bien, effectivement, vous avez raison, c'est une situation qui se présente habituellement chez les patientes, surtout lorsqu'il s'agit de la première grossesse ou bien le premier contact avec l'échographie. Mais je tiens à préciser que l'échographie est un examen absolument indolore
Maintenant, puisque le matériel qu'on utilise, les sondes sont en matière plastique, on appliquera du gel sur la peau qui permettra juste de faire glisser la sonde. Donc, il n'y a pas de matériel qui puisse occasionner une douleur quelconque. Maintenant, lorsque la patiente a une douleur sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle vient d'abord pour une douleur qu'elle ressent, il est possible qu'au cours de l'examen, le passage de la sonde sur la région douloureuse Douloureuse, hein. peut peut-être exacerber cette douleur et ce n'est pas a priori un examen douloureux. Et cela peut même également orienter l'examinateur en ce qui concerne la recherche des pathologies. S'il y a une région douloureuse, cela peut aller en faveur d'une hypothèse ou encore d'une autre. Donc, à vous, hein, fidèles téléspectatrices, vous qui nous suivez ou encore, chers messieurs, quand vous accompagnez vos dames chez les échographistes ou encore chez les radiologues, il faut faire attention parce que c'est important également de donner vos plaintes. C'est important de signaler tout ce que vous avez comme plainte qui vous a amené dans un premier temps chez votre gynécologue ou encore chez votre sage-femme avant que ce dernier ne demande un examen complémentaire qu'est l'échographie obstétricale. Mais docteur, ce genre d'examen, ça dure combien de temps en moyenne? Parce que dites-nous, ça dure combien de temps, docteur? Ok, c'est vrai que on ne peut pas donner une durée précise, Oui. mais il faut noter que l'examen échographique, la durée dépend en fait des indications, des pathologies qu'on recherche. Et parfois, pour déterminer le sexe, tout dépend de la position du fœtus. Donc, il faut jouer un peu avec tous ces paramètres. Mais en moyenne, on dira qu'un examen échographique dure entre 20 et 30 minutes. Et parfois plus, s'il y a peut-être, si on a D'autres choses à chercher, d'autres oui, affections, voilà. justement. Surtout, je crois, pour les gestantes qui ont un peu plus de panépule adipeux, hein, qui ont un indice de masse corporelle au-delà vraiment de la normale, ça devient beaucoup plus compliqué en ce qui concerne l'échographie obstétricale. Bien sûr. La recherche des anomalies, la recherche, voilà, du sexe, hein, tu sais, Oui, surtout, oui. qui est l'étape ultime, hein, le moment unique pour les parents, surtout. Il y a des paris qui se font entre les parents parce que Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même des promesses. en dehors de ça, il y a même les grossesses multiples, ou bien les grossesses gémellaires. Lorsqu'il Oui, s'agit de oui, qui jumeaux, prennent beaucoup plus de forcément, temps le temps aussi, sera oui. soit multiplié par 2. Il faut un peu plus de précautions pour s'assurer de ne pas confondre les fœtus. Voilà, Donc, il faut peut-être donc retenir que il y a pas vraiment de timing, hein, il y a pas vraiment d'intervalle de temps adapté ou encore forcément pour une échographie, non. Toute échographie, hein, c'est examinateur dépendant, voilà, cela peut varier, hein, il a dit entre 15 et 30 minutes ou même voire plus en fonction de la situation que vous avez devant, que l'examinateur a devant lui. Donc, faudrait pas que vous alliez dire, hein, que dans cette émission, nous avons dit que l'examen échographique normal doit durer entre 15 et 30 minutes. Non, c'est examinateur dépendant. Docteur, combien d'échographies doit-on faire en moyenne, hein, au cours d'une grossesse, combien d'échographies doit-on faire en moyenne généralement? alors, à ce niveau aussi, il faut distinguer deux situations. Pour une grossesse simple, une grossesse qui évolue sans anomalie, en moyenne, on réalise 3 échographies, une échographie à chaque trimestre. Donc, une grossesse dure 3 trimestres. Donc, on fera une échographie à chaque trimestre pour ce genre de grossesse-là. Maintenant, lorsque survient une pathologie ou bien lorsqu'il y a une anomalie qui était déjà préexistante avant que la grossesse ne s'installe, on est amené à faire peut-être d'autres examens. Imaginez une femme qui est enceinte et qui a des saignements, on fera forcément Oui, un autre examen échographique. plus rapproché. Voilà. Et parfois, dans les cas d'hypertension sur la grossesse, on est amené à faire une échographie pour surveiller en fait le retentissement de cette hypertension-là Naturellement, sur le fœtus. naturellement. Il y a même de ces grossesses au cours desquelles on fait une échographie chaque mois Oui, ou encore des fois même chaque 2 semaines parce que c'est une échographie qui commence avec une anomalie du liquide amniotique en début de grossesse, voilà. hein, d'installation primitive sans vraiment cause apparente. On est appelé à faire des échographies rapprochées, hein, des échographies chaque mois pour voir quelle est. Mais par contre, docteur, par rapport au nombre moyen d'échographies, Oui. je crois que selon l'OMS, il est plutôt est-ce que c'est pas peut-être 4 échographies en moyenne? Oui, on conseille en fait que la première échographie soit faite dès que la femme a un retard de cycle ou bien dès que la femme se sait C'est enceinte. enceinte à travers Donc, un test. voilà, c'est cette échographie-là qui va permettre en fait d'avoir une meilleure datation de la grossesse. Maintenant, au premier trimestre, il y a aussi un paramètre qu'on juge entre
la 11e et la 14e semaine. Donc, pour cet autre paramètre-là, on fera aussi Une une échographie, échographie ok. Ce qui fait à ce les deux niveau-là. Donc, du on peut premier aller à trimestre. 4 échographies. Et puis, vous l'avez dit, hein, c'est la moyenne, ce n'est pas Oui, forcément c'est la un moyenne. nombre qui est figé, non, Non, c'est la moyenne. Donc, quand on vous fait votre échographie, le rendez-vous qu'on vous donne, c'est en fonction de ce que l'on a trouvé à cet examen en présent qu'on vient de vous faire. Donc, il ne faudrait pas que vous alliez dire hein, qu'il faut faire une échographie chaque trimestre, non. Le nombre d'échographies qu'il faut faire dépend de ce que vous portez comme grossesse, du contenu de ce que vous avez à l'intérieur de votre utérus, du nombre de fœtus et ensuite des anomalies et des pathologies maternelles gravidiques ou non qui vont avec. Voilà, c'est en fonction de tout cela qu'on va déterminer un certain nombre d'échographies que l'on devra vous faire. Et je suppose que, docteur, chaque échographie doit avoir bon, si on prend idéalement les trois en moyenne, chaque échographie doit avoir un rôle précis. Oui, Oui. justement. Oui. L'échographie est un examen qui se fait sur prescription. Oui. Donc, chaque échographie a pour objectif de rechercher, de répondre à une question. Maintenant, nous avons parlé tantôt des échographies qui se font par trimestre. Nous avons un peu effleuré la question parce que nous avons parlé des échographies de datation qui se font directement lorsque la femme se sait enceinte. Et c'est déjà une première échographie qui se fait au premier trimestre. Et entre la 11e et la 14e semaine, il est conseillé de réaliser une échographie. Cette échographie-là a pour but de dépister certaines malformations, notamment la trisomie 21, donc par la mesure de la clarté du cal. Oui. Donc, déjà au premier trimestre, on peut distinguer 2 échographies. L'échographie de datation proprement dite, qui est cette échographie-là qui donnera approximativement, un âge plus proche pour qui permettra de dater la grossesse. Oui. Et puis, entre la 11e et la 14e semaine, on fera une seconde échographie pour dépister les malformations, notamment la trisomie 21. Et c'est lorsqu'il existe des facteurs de risque. Donc, comme nous l'avons dit, l'échographie... Parce qu'il ne faudrait pas stresser également les gestantes. Voilà. Mais docteur, cette première échographie, c'est elle également qui permet d'être d'abord sûr que la grossesse, elle est vraiment à l'intérieur de l'utérus. Je crois que c'est celle dont vous avez parlé. Le siège de la grossesse. Celle qu'il faut faire juste après que vous vous connaissiez ou juste après que vous ayez découvert que vous êtes enceinte. Je crois que c'est d'elle dont vous êtes en train de parler. Cette échographie aussi permettra en fait de rechercher les pathologies qui sont préexistantes. On peut être enceinte et avoir un kyste de ovaire. On peut être enceinte et avoir un utérus porteur de fibrome. Oui. Donc, cette échographie-là permettra en fait de déterminer les autres pathologies, que ce soit de l'utérus, de l'ovaire, et permettra en fait de planifier le suivi de la grossesse. Idéalement, parce que je crois que à un âge avancé de la grossesse, il y a de ces pathologies qui ne seront plus visibles à l'écho, telles que vous avez dit les myomes, et puis des fois les kystes peuvent ne plus être visibles. Donc c'est surtout vraiment cette échographie du premier trimestre, la toute première. Je crois que ça permet de faire en gros un petit checking, voilà, du pelvis en général de la femme avant de continuer. Maintenant, c'est après qu'elle que vient l'échographie pour le diagnostic ou la suspicion d'une trisomie 21 par la mesure de la clarté nucale. Donc voilà. Ensuite. Donc en gros, l'échographie du premier trimestre permet de faire la datation. De s'assurer de la vitalité. Après le siège, vous avez dit. Après le siège. De s'assurer que la grossesse est bien implantée, de s'assurer de l'évolutivité de cette grossesse-là et de rechercher les pathologies en dehors de la grossesse, notamment les fibromes, les kystes des ovaires. Nous allons mettre une pause et revenir tout à l'heure après le jingle. Rebonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV. Nous sommes bien en train, au carrefour de la santé, cette émission de santé dédiée au bien-être de toute la famille qui répond à
toutes vos questions, même les plus intimes possibles, nous sommes disponibles. Ce soir, nous avons avec nous un médecin en spécialisation radiologie et imagerie médicale avec lequel nous sommes en train de discuter de l'intérêt de l'échographie au cours de la grossesse. Voilà, nous avons dit ce que c'est que l'échographie, nous avons ensuite décrit un peu comment cet examen se passe et il a bien précisé, c'est un examen qui est indolore. Il n'y a pas de douleur au cours de l'échographie, à moins que vous ayez une douleur en sous-jacente, une douleur que vous traînez depuis un moment, qui peut peut-être aller en faveur d'une maladie ou encore ou d'une autre. Il faut également noter qu'il faut en moyenne 3 échographies au cours d'une grossesse. Mais ces trois échographies, le chiffre 3 ne fait pas un chiffre figé parce que le nombre d'échographies au cours d'une grossesse peut varier en fonction du nombre de fœtus que vous portez à l'intérieur de votre utérus, en fonction des pathologies en sous-jacentes que vous aviez au cours de la grossesse ou encore des pathologies qui sont venues avec la grossesse. Et là, nous étions en train de parler du rôle de chaque échographie au cours de cette grossesse. Et il a également précisé que la toute première échographie est également celle qui est faite pour, dans un premier temps, s'assurer qu'il y a une grossesse. Ensuite, s'assurer que la grossesse, elle est bien à l'intérieur de l'utérus. C'est très important parce qu'il y a de ces grossesses que vous pouvez avoir en dehors de l'utérus et on parle là communément de grossesse extra-utérine. Reste alors à savoir quelle est la localisation de cette grossesse. Cette toute première échographie permet également de dater la grossesse, c'est-à-dire d'estimer l'âge réel de la grossesse. Et c'est même avec cette échographie qu'on pourra dater la grossesse au cours du suivi. Ensuite, il y a une deuxième échographie qui est faite à la fin du premier trimestre qui permet naturellement de faire le diagnostic ou de suspecter une trisomie 21 à travers la mesure de la clarté nucale. J'espère que j'ai bien fait un résumé, docteur. Je m'ai été fidèle. Ça a été fidèle à vous dire, docteur. Merci pour vous. Merci à vous également d'être avec nous, docteur. Merci à vous de toujours nous soutenir et de toujours vouloir partager avec nous et avec la population togolaise ce que vous avez, ce que vous avez comme science. Docteur, dites-nous alors, je crois que là maintenant nous allons passer à l'échographie ou encore aux échographies du deuxième trimestre. Quels sont leurs intérêts? Alors, c'est moi qui vous remercie. Je remercie l'émission de nous permettre de partager avec la population les informations utiles. Alors, pour ce qui est de l'échographie réalisée au deuxième trimestre, c'est cette échographie-là qui est appelée échographie morphologique. Donc, morphologie, c'est-à-dire qu'on étudie la morphologie du fœtus. Donc, on étudie le crâne, le rachis, les organes, le foie, la vessie. On étudie en fait la morphologie du fœtus pour rechercher des malformations et pour s'assurer que l'organogenèse, la formation des différents organes, a été bien faite. Donc, l'échographie du deuxième trimestre a pour but, en fait, d'étudier la morphologie du bébé ou du fœtus. Étude morphologique du bébé, si on peut le dire ainsi. Principalement. Voilà. Maintenant, en dehors de cette étude, il y a d'autres paramètres qu'on regarde, notamment les annexes, qu'on appelle le placenta, pour s'assurer de l'insertion déjà du placenta. Le liquide amniotique. On s'assure du bien-être du fœtus. Et évidemment, il y a un facteur qui tient à cœur aux parents. C'est de voir quel peut être le sexe. Le sexe, voilà. Du fœtus. Nous étions en train de parler de cela même tout à l'heure. Voilà, c'est face à ce sexe que des paris sont faits dans le couple. C'est face à ce sexe que les promesses sont faites dans le couple. Peut-être le monsieur promet à la dame 2 Range Rover. Voilà, si tu veux faire un garçon, si tu veux faire Voilà, ce sont de ces moments, ces moments que nous vivons au quotidien avec des couples qui viennent pour des consultations prénatales ou encore qui viennent pour des échographies obstétricales. Le docteur l'a dit, l'échographie du deuxième trimestre a pour objectif de faire une étude morphologique dans son ensemble, du fœtus. Ensuite, il faut aussi vérifier les annexes, le placenta. Le placenta, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un organe circulaire, c'est un organe qui permet les échanges, c'est cet organe qui permet les échanges entre la maman et le fœtus. C'est cet organe
organe qui permet le transfert de sang de la maman au fœtus ou encore voilà des nutriments. Ensuite, vous avez également le liquide amniotique, communément on dit c'est le liquide dans lequel baigne le fœtus, si on peut le dire ainsi. Voilà, c'est celui-ci liquide qui a également pour but de faciliter les mouvements du bébé. C'est ce liquide qui fait que le bébé peut facilement mouvoir ses membres sans avoir mal ou sans raideur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le liquide amniotique. Justement. Il y a ensuite l'échographie également du 3e trimestre, oui. Oui, l'échographie du 3e trimestre, on le réalise habituellement vers la fin de la grossesse. C'est cette échographie-là qui est appelée échographie pronostique. Principalement, l'échographie du 3e trimestre a pour but, en fait, d'orienter le médecin gynécologue ou la sage-femme sur la voie de l'accouchement. Donc, c'est cette échographie-là qui répondra à la question de savoir est-ce que je peux accoucher par voie basse ou est-ce que je serai amené à subir une césarienne. Et plusieurs paramètres vont rentrer en jeu, notamment le bien-être du fœtus. Nous avons parlé tout à l'heure du liquide amniotique qui permet en fait la mobilité du fœtus et qui va jouer un rôle très important lors de l'accouchement, qui va permettre en fait au bébé de glisser pour pouvoir sortir. Vous comprenez que lorsqu'il y a une insuffisance de liquide amniotique ou lorsqu'il n'y en a pas du tout, d'abord le bébé ne se porte pas bien et ce sera compliqué. Cela peut entraver la descente du bébé. Voilà, dans le bassin. Et en dehors du liquide amniotique, nous avons parlé tantôt des fibromes. Il peut y avoir un fibrome qui vient juste avant le bébé, qui bloque le passage. On parle des myomes prévia. Oui. Donc, l'échographie du 3e trimestre a pour but d'évaluer tous ces paramètres-là, de s'assurer que le cordon ombilical ne s'est pas enroulé autour du cou ou d'une partie du bébé, pouvant l'empêcher en fait de descendre. Donc, l'échographie du 3e trimestre cherchera en fait tous les paramètres, tous les facteurs qui peuvent empêcher l'accouchement par voie basse et orienter sur la voie d'abord, ou bien la voie de l'accouchement. Pour une femme dont il s'agit de la première grossesse, le poids du bébé aussi est très important. Parce que dans notre région, en fonction du poids, on va dire si la voie basse est possible ou pas. Et on sera peut-être amené à faire d'autres explorations pour confronter le poids du bébé au bassin de la maman. Nous parlons à ce niveau du pelvis scanner, qui est un autre examen. Et donc, tous ces paramètres sont étudiés par l'échographie et vont répondre à toutes ces questions. Et au finish, au terme de cet examen, le prescripteur, le médecin gynécologue ou la sage-femme a suffisamment d'éléments, en plus de l'examen clinique, pour déterminer ou bien pour choisir la voie de l'accouchement. En gros, c'est une échographie qui est vraiment capitale dans la prise de décision de la voie d'accouchement, dans la prise de décision du bien-être fœtal, parce qu'il a dit il y a le liquide amniotique, il y a le poids du bébé, ensuite vous avez les mouvements respiratoires et c'est tout cela qui est regroupé dans un score qu'on appelle communément le score de Manning, voilà, qui traduit le bien-être fœtal. En fait, docteur, c'est un moment qui est difficile pour les gestantes et leurs partenaires parce qu'ils se disent qu'on est à bout des dépenses, surtout si entre-temps, la grossesse a causé des troubles, la grossesse était une grossesse problématique. Donc, les bilans par ici, les bilans par là. Donc, arrivé au 3e trimestre, ils sont juste ouf. Et là, vous venez encore, vous leur tendez un autre papier d'échographie, vous voyez que la tension, elle peut monter n'importe quand. Donc, faites beaucoup d'efforts, s'il vous plaît, chers gestantes. Faites beaucoup d'efforts à vous également, les messieurs, qui accompagnent souvent vos dames en consultation prénatale. Cette dernière échographie est une échographie de décision. C'est une échographie capitale dans la voie d'accouchement. Voilà, dans la voie d'accouchement de votre femme. Parce qu'il fait des fois, nous recevons dans le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio des gestantes qui sont référées, mais des gestantes qu'on devrait programmer pour une césarienne prophylactique, qu'on devrait même pas laisser rentrer en travail, mais elles arrivent chez nous en travail, des fois même en fin de travail.
hein, on se retrouve à courir pour les amener directement au bloc. Nous disons dans ces genres de situations que le pronostic de l'accouchement n'a pas été bien fait ou encore la prise de décision n'a pas été faite à temps en ce qui concerne la voie d'accouchement. L'erreur peut venir de n'importe où. L'erreur peut également venir du fait que vous n'ayez pas réalisé votre échographie du troisième trimestre, l'échographie pronostic. Donc, faites beaucoup d'efforts. Nous savons que cela n'est pas facile, surtout avec les moments. Cela n'est pas vraiment facile, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Nous restons toujours disponibles à votre écoute. Si vous avez des inquiétudes, nous sommes toujours là. Ou encore, confiez-vous à votre médecin gynécologue ou encore à votre sage-femme, docteur. Voilà un peu. Justement, parce que c'est très important lorsqu'on porte une grossesse jusqu'au troisième trimestre d'éviter les surprises et d'éviter les situations compliquées. Oui. Plus tôt le pronostic est fait, et mieux se passera l'accouchement. Voilà, mieux se passera l'accouchement et mieux se portera également votre nouveau-né que vous avez tant attendu, chers parents. Docteur, en ce qui concerne le sexe, il y a toute une polémique là-dessus parce que c'est vraiment pas, je peux pas dire que c'est examinateur dépendant, non, mais qu'en est-il du moment où l'on peut facilement retrouver le sexe, parce qu'il peut y arriver que vous receviez une gestante chez qui vous voyez difficilement le sexe. Il y a des gestantes qui sont compréhensibles. Elles vont vous dire, bon, docteur, il n'y a pas de problème, je vais revenir dans une semaine, dans 2 semaines, mais surtout n'alertez pas les gestants. C'est très important de ne pas de ne pas stresser ces dames. Voilà. Mais après, c'est que c'est compliqué parce que la dame, elle part peut-être énervée, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle n'aura pas la promesse, voilà, que son mari lui a fait, mais qu'en est-il exactement? À quel moment est-ce qu'on peut commencer par voir visiblement le sexe du bébé? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que la question du sexe est vraiment très importante parce que, en fonction du sexe, on prévoit les vêtements. Faut même dire que ça crée des dégâts dans le couple. Justement, parce qu'on a déjà fait peut-être 3, 4, 5 filles qu'on cherche un garçon ou l'inverse. Donc, la question du sexe est vraiment très importante. Mais habituellement, il est plus aisé de déterminer le sexe à partir du deuxième trimestre. Lorsqu'on fait, comme on a dit, l'échographie morphologique, où on étudie la morphologie du bébé. Donc, il est plus aisé de déterminer le sexe à partir de cette échographie du deuxième trimestre. Donc, habituellement, déjà à partir de 20 semaines d'aménorrhée, ça correspond à 4 mois et demi, on détermine le sexe. Donc, nous avons dit à partir on peut déterminer le sexe du bébé. Et cette détermination du sexe aussi dépend de la position du bébé. Lorsque le bébé est en siège, par exemple, il est peut-être plus compliqué de regarder à travers les cuisses lorsque le bébé a croisé les jambes. Donc, ça, tout dépend aussi, je vais dire, de la collaboration du fœtus. Et au deuxième trimestre, le fœtus est beaucoup plus mobile. Donc, au cours de l'examen, lors d'un mouvement, on peut facilement profiter pour regarder. Mais lorsque la grossesse est un peu avancée, lorsqu'on est peut-être au troisième trimestre, à terme pratiquement, et que le bébé ne bouge pas beaucoup, il peut être vraiment compliqué, surtout s'il n'y a pas suffisamment de liquide amniotique. Il est compliqué de déterminer avec précision le sexe, ce qui amène parfois à des erreurs lorsque on ne fait pas attention. Mais au cours de l'examen, on s'assure quand même, avant de remplir un compte-rendu, on s'assure d'avoir effectivement vu le sexe. Et parfois, on fige l'image pour que les parents puissent eux-mêmes constater. Ouais, on leur montre. Pour que les parents soient beaucoup plus rassurés, parce qu'il y a un programme qui a été fait en amont. Il faudrait répondre justement à cette question-là. Voilà. Mais docteur, cette échographie n'a-t-elle pas, c'est bien bon tout ce que l'échographie peut faire au cours de la grossesse, mais il n'y a pas de jamais en science. Est-ce que cette échographie n'a pas des effets néfastes entre-temps sur le fœtus ou encore sur la maman? Effectivement, d'abord, je dirais que l'échographie n'est pas un examen invasif, c'est-à-dire qu'on ne touche pas directement au bébé, on ne cause pas directement du tort à la maman. Ça, c'est un premier aspect. Et puis, l'échographie utilise des ultrasons qui, contrairement aux matériaux utilisés par la radiographie, le scanner, qui sont non ionisants. Donc, le risque de malformation pour une échographie n'est pas pareil que pour
un examen Examen radiologique. radiologique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même revenir préciser qu'il n'y a pas de risque zéro. L'échographie a bel et bien des effets que je dirais secondaires, mais ces effets sont très limités. Donc, ils sont regroupés en fait en deux types. On parle des effets mécaniques, des effets thermiques. L'effet mécanique, qu'est-ce que c'est? En fait, les ultrasons, lorsqu'ils traversent un milieu liquidien, peuvent générer ou produire des bulles de gaz. Et ces bulles de gaz peuvent être à l'origine des cavitations. Et pour l'effet thermique, en fait, c'est-à-dire que... Cavitation, des néocavités. Non, pas des néocavités. En fait, la conséquence de ces cavitations, c'est des lésions cellulaires. Donc, on peut avoir des lésions cellulaires. Okay. Donc, peut-être au niveau des oreilles, tout ça. Maintenant, en dehors des effets mécaniques, il y a les effets thermiques. En fait, la sonde qu'on utilise pour faire une échographie, à la longue, produit de l'énergie qui peut être convertie en chaleur. Donc, cette chaleur peut être ressentie de façon locale par la patiente comme étant une chaleur au contact de sa peau. Maintenant, ces deux effets sont surveillés au cours d'un examen échographique par deux indices, l'indice thermique, l'indice mécanique, qui permettent de s'assurer en fait de l'énergie des ultrasons utilisés et de la durée de l'examen. C'est pour cela qu'un examen échographique ne doit pas peut-être durer 3 heures de temps. Oui, et il ne faudrait pas que l'examen soit muet parce qu'il faut peut-être demander à la dame est-ce que vous sentez de la chaleur. Justement. Il faut communiquer avec sa patiente. C'est très important. C'est la clé, la communication. Elle est la clé d'un bon fonctionnement. Elle est la clé du bon fonctionnement d'une relation. Voilà, surtout relation patient, médecin. C'est très important la communication. Toujours communiquer avec votre patient. C'est également à vous, chère dame, toujours communiquer avec votre médecin. C'est très important. Nous allons recevoir deux questions, voilà. Dans la rubrique, pouvons-nous savoir tout à l'heure si la régie est prête? Je suis Madame Koza Viviane. J'aime votre émission et je voudrais poser une question. Ma question est la suivante. Et à partir de quel mois peut-on déterminer le sexe du bébé? Merci, bonne émission. Merci également à vous de rester toujours fidèle à la première chaîne missionnaire togolaise. Docteur, cette dernière aimerait savoir, voilà, à quel moment peut-on connaître, nous l'avons dit dans cette émission, c'est vraiment une polémique, voilà. À quel moment peut-on avoir le sexe de son bébé? Alors, nous remercions la téléspectatrice pour la question. Effectivement, cela révèle en fait l'importance de la question du sexe. Et comme nous l'avons dit un peu plus tôt, le sexe se détermine habituellement au deuxième trimestre de grossesse. Donc, à partir de 4 mois et demi, on peut déterminer le sexe. Maintenant, lorsqu'on ne le détermine pas à 4 mois et demi juste, on a quand même un peu de temps. Voilà, on a toujours le temps de déterminer le sexe. Tout est une collaboration entre le médecin examinateur et la patiente. On peut revenir le lendemain pour mieux s'assurer du sexe ou 1 ou 2 semaines plus tard. Voilà, il n'y a pas de panique à se faire. Ensuite, il y a également l'échographie du 3e trimestre qui peut également voir le sexe de votre bébé. Du coup, il n'y a pas vraiment de panique à se faire. Il n'y a pas de stress à se mettre en ce qui concerne le sexe du bébé. Un deuxième intervenant avant la fin de ce numéro. Bonjour docteur, je suis Ezo Donald. J'aime votre émission et j'aimerais poser une question. Est-ce que l'échographie permet de connaître le jour de l'accouchement? Merci. Aimerait savoir qu'en est-il de la date d'accouchement. C'est vrai que nous n'en avons pas vraiment parlé. Qu'en est-il de la date d'accouchement en ce qui concerne l'échographie? Voilà. Parce qu'il y en a qui viennent et qui te disent, docteur, je suis censé accoucher le 9 septembre, mais aujourd'hui nous sommes au 23 septembre. Je n'aime pas à quoi accoucher. Voilà. Donc, qu'en est-il exactement de cela? Alors, pour répondre à la question de la date d'accouchement, en échographie, on met habituellement sur le compte rendu DPA, c'est-à-dire date probable d'accouchement. Voilà, ce n'est pas une date exacte. Et cette DPA dépend du moment où on a réalisé l'échographie. Oui. L'échographie qui est réalisée au 1er trimestre, l'échographie de datation, donnera une date plus proche du terme
qu'une échographie qui est peut-être réalisée au 2e ou au 3e trimestre. Donc, au 1er trimestre, on a une marge de quelques jours, 1, 2 ou 3 jours de marge, alors que au 3e trimestre, la marge est d'1 à 2 semaines. Donc, en fait, le plus fiable, c'est l'échographie du 1er trimestre. Maintenant, en dehors de l'échographie, il y a la DPA que le médecin gynécologue ou la sage-femme détermine par rapport à la date des dernières règles. En fait, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Effectivement. Maintenant, pour l'accouchement, ce n'est pas forcément la DPA, mais il faut noter qu'il y a une question de terme. Lorsque la grossesse est arrivée à terme, on peut accoucher. Voilà. Et en même temps, tout cela dépend également du fœtus, du bien-être du fœtus, de la présentation du fœtus. Est-ce que la présentation moule bien, voilà, le col? Est-ce que la présentation, elle est bien descendue? Est-ce que le bassin est favorable pour une bonne descendance? C'est tout cela qui va faire que vous allez rentrer en travail facilement ou pas, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, de stress également à se donner. Sur ce point, suivez vos consultations prénatales. Prenez conseil auprès de votre médecin gynécologue. Prenez conseil auprès également de votre sage-femme. Nous sommes là pour vous également. Donc, n'hésitez pas. Faites un tour sur notre page Facebook. Laissez un commentaire ou laissez-nous simplement des messages sur notre numéro WhatsApp. Vous allez le voir tout à l'heure en bas d'écran. Docteur, nous sommes arrivés comme ceci à la fin de ce nouveau numéro. C'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on va dire, mais on va remettre ça plus tôt. On va remettre ça plus tard. Quel mot de fin pour nos téléspectateurs, docteur? Alors, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis. Effectivement, il y a beaucoup d'autres paramètres à aborder par rapport à l'échographie. Nous en reviendrons peut-être à une autre occasion. Ce sera avec plaisir, docteur. Merci. Alors, en résumé, nous avons parlé de l'échographie pendant la grossesse et nous avons dit que c'est un examen qui se fait en moyenne 3 à 4 fois, mais qui dépend en fait de l'évolution, du bien-être de la grossesse. Et que cette échographie-là est un examen indolore, que l'indication est donnée en fait par le prescripteur et que cette échographie viendra répondre à cette question-là. Alors, il est très important pour la femme enceinte d'avoir une bonne collaboration avec son médecin suiveur, le médecin qui suit cette grossesse-là, pour permettre en fait au médecin radiologue ou bien au réalisateur de l'échographie de répondre à bon escient aux questions et de faciliter le suivi de la grossesse. Je vous remercie. Merci à vous, docteur. Fidèles téléspectateurs, merci également à vous qui êtes restés avec nous du début jusqu'à la fin de ce numéro. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain à la même heure. Je suis docteur Faisal, médecin en spécialisation de gynécologie obstétrique. Bonsoir.